Alors mon objectif aujourd'hui est de proposer une solution au problème de l'explication minimalement métaphysique des inductions inouïes, comme l'indique le titre. Je vais défendre la thèse selon laquelle une certaine forme de réalisme des dispositions fournit une telle solution. Mais avant de vous proposer ma solution, il faudrait d'abord que je vous convainque qu'il y a un problème, hein, comme souvent font les philosophes. Donc à cette fin, je vais devoir expliquer, premièrement, pourquoi il semble nécessaire de distinguer deux catégories d'inductions, celles qui sont ordinaires et celles qui sont extraordinaires ou inouïes. D'autre part, il faut que j'essaye d'expliquer pourquoi les inductions inouïes posent un problème explicatif spécifique. Ensuite, il faut que j'explique pourquoi une telle explication doit être métaphysique, et enfin, pourquoi cette métaphysique doit être minimaliste. Quand j'aurai répondu à ces questions, je pense que vous saurez quel est le problème que je veux résoudre. Ma présentation sera donc banalement structurée en deux parties, hein, l'exposition du problème d'abord, l'exposition de ma solution ensuite, et enfin une conclusion qui sera en forme d'évocation des objections auxquelles il faudrait que je réponde. C'était ma technique pour arriver à terminer l'article, c'est que tout ce à quoi je n'arrivais pas à répondre, je me suis dit, je mets en conclusion, comme ça c'est dit, et je peux proposer simplement ce que j'ai en ce moment dans mon jeu. Alors toute inférence consiste à déterminer la valeur de vérité. Alors peut-être non, d'abord la première chose que je vais faire, c'est que donc, je vais exposer le problème. Et première chose que j'aimerais justifier, c'est cet énoncé. Les inductions qualitatives sont impossibles. Alors toute inférence consiste à déterminer la valeur de vérité ou la probabilité d'une proposition. Sa conclusion, à partir d'un ensemble de propositions tenues pour vraies ou probables, ses prémices. Une inférence inductive ou induction est une inférence dont les prémices décrivent nos expériences, par définition passée et locale, alors que sa conclusion ne les décrit pas. Une induction est donc premièrement empirique et deuxièmement ampliative. C'est deux caractères qu'il faut mettre en relation. L'ampliation est utile du fait que le nombre d'observations, donc d'expériences dont nous sommes individuellement et collectivement capables, est nécessairement limité. Mais en même temps, le caractère empirique de ces inférences en limite la puissance ampliative. Donc il y a à la fois une complémentarité, une tension entre ces deux caractères. Alors je supposerai ici que l'expérience qui sert de base à l'induction a une structure, en gros, qui est la suivante. Durant l'expérience qui nous sert de base à l'induction, nous observons qu'un certain type de corps réagit d'une manière déterminée à des circonstances déterminées. Sur la base de cette structure empirique, deux types d'ampliation et donc d'induction sont concevables. Une induction quantitative et une induction qualitative. L'ampliation quantitative, à laquelle on pense généralement quand on parle d'induction, consiste à observer qu'un certain type de corps réagit d'une manière déterminée à des circonstances déterminées et à en conclure que tous les corps de ce type, confrontés au même type de circonstances, présenteront le même type de réaction. Avoir observé plusieurs fois qu'un morceau de sucre se dissout dans l'eau m'amène à m'attendre, la prochaine fois que je suis confronté à de telles circonstances, à ce que ce sucre se dissolve. Galilée, ayant observé que tous les corps lâchés au-dessus de la surface de la Terre non seulement tombaient, mais tombaient à une vitesse proportionnelle au temps de leur chute, prédisait que tout corps placé dans de telles circonstances présenterait ce même comportement. L'ampliation qualitative ou l'induction qualitative consisterait au contraire à conclure de l'observation du fait qu'un corps d'un type déterminé réagisse d'une manière déterminée à un type déterminé de changement, soit au comportement de ce corps dans des circonstances d'un tout autre type, soit au comportement d'un corps d'un tout autre type dans les mêmes circonstances. Une induction qualitative consisterait par exemple à conclure du fait qu'un morceau de sucre se dissout dans l'eau, au fait que la consommation excessive de sucre nuit à la santé, ou bien au fait que le sel s'y dissout également. Alors, donc j'ai distingué maintenant deux concepts d'induction. Maintenant, qu'est-ce qu'une explication métaphysique d'une induction? Expliquer métaphysiquement la fiabilité d'une induction, c'est expliquer comment la structure de la réalité met en relation les faits objets de notre expérience et les faits objets de notre conclusion. Alors ici, je vais me faciliter les choses par rapport à tout ce que... Peut-être que je suis très fatigué selon Goodman, mais je vais tout de suite accepter le principe d'uniformité de la nature. Je ne vais pas essayer de le justifier. Alors là, de ce point de vue-là, je suis fatigué, c'est pour poser un autre problème. Donc j'admettrai ce principe d'uniformité de la nature, et donc selon lequel les mêmes circonstances ont toujours suivi des mêmes événements. Si le réel est structuré selon ce principe,
On peut déduire du fait que de l'observation, on peut observer, conclure du fait que certaines circonstances sont réalisées et suivies d'un certain événement, au fait que la même chose se produira à l'avenir. Donc ce principe légitime les inductions quantitatives. En revanche, on ne voit pas comment le principe d'uniformité de la nature, associé à l'observation du fait qu'un corps d'un type déterminé réagisse d'une manière déterminée à un type déterminé de changement, peut permettre de conclure, premièrement, comment ce corps pourrait réagir dans des circonstances d'un tout autre type, et deuxièmement, comment un corps d'un autre type pourrait réagir dans les mêmes circonstances. En effet, il n'y a pas d'homogénéité entre les objets décrits par les prémices de l'induction qualitative et ceux décrits par la conclusion. On doit donc conclure de cette première analyse que les inductions qualitatives sont métaphysiquement impossibles. Deuxième proposition que j'aimerais soutenir, c'est celle suivant laquelle les inductions qualitatives, qui sont censées être impossibles, ont pourtant déjà eu lieu. Alors pour essayer d'expliquer cet énoncé, je le justifier, j'aimerais d'abord présenter dans quel cadre, alors j'ai oublié le temps, parce que en fait, j'ai oublié de mettre mon chronomètre. Ça fait 5 minutes. Ça fait 5 minutes, d'accord. Comme ça, je vais essayer de faire un truc. Alors, il faut que je reconstitue j'aime bien la phrase « j'ai oublié le temps ». C'est une belle phrase pour un métaphysicien. Donc, il faudrait que je reconstitue un débat en philosophie des sciences sur le réalisme scientifique. Alors, ce débat pose la question de savoir comment interpréter les théories scientifiques. Pour les réalistes, d'une part, il faut considérer que les théories scientifiques sont littéralement vraies, tandis que pour les antiréalistes, seule l'est leur partie empirique. Selon les antiréalistes instrumentalistes, la partie non empirique des théories n'est pas inutile, même si elle n'est pas littéralement vraie. Elle sert d'instrument qui permet de condenser de manière particulièrement économique et élégante une multitude de connaissances empiriques concernant les lois de la nature. Alors, le principal argument des réalistes, que j'ai schématisé ici, pour justifier de croire vraies les théories scientifiques, est le fait que celles-ci rendent adéquatement compte des régularités phénoménales et sont des instruments prédictifs fiables. Les instrumentalistes objectent à juste titre qu'une telle adéquation est facile à obtenir en procédant par une série d'ajustements théoriques a posteriori, c'est-à-dire en enrichissant et en compliquant progressivement les théories pour intégrer les nouvelles découvertes accomplies par d'autres moyens, les moyens expérimentaux. Donc finalement, ce seraient les instrumentalistes qui auraient raison. Confrontés à ces objections, les réalistes ont rétorqué que les théories scientifiques ne permettent pas seulement de résumer les lois de la nature déjà connues, mais de prédire l'existence de lois encore inconnues. C'est là le célèbre argument dit du non miraculeux, attribué à Putnam, mais déjà explicite chez Duhem. Les succès empiriques des théories scientifiques seraient inexplicables si celles-ci n'étaient pas vraies. Or, ce que les réalistes nomment ici succès empirique est déterminé par le rôle que la référence à ces succès joue dans ce débat. Il s'agit de prédictions nouvelles, et malgré tout confirmées, telles qu'il eût été impossible de les produire sur la seule base de l'expérience. Il faut que la flèche qui va de l'expérience aux prédictions soit barrée, qu'il n'y ait pas de chemin de l'expérience vers les prédictions. Une prédiction théorique compte comme succès, donc, si elle ne peut pas résulter d'une induction quantitative. Or, si les théories scientifiques ne sont pas des créations arbitraires de l'esprit humain, mais qu'elles sont le produit d'une confrontation à des expériences, les réalistes scientifiques doivent soutenir que, à partir de l'expérience du fait qu'un corps d'un type déterminé réagisse de manière déterminée à un type déterminé de changement, les scientifiques parviennent à conclure, premièrement, comment ce corps pourrait réagir dans des circonstances d'un autre type et comment un corps d'un autre type pourrait réagir dans les mêmes circonstances. Un tel parcours inférentiel serait alors une induction qualitative. Donc le schéma qu'on a, c'est celui-ci, c'est-à-dire qu'on part de l'expérience, les scientifiques élaborent une théorie qui est censée expliquer cette expérience, ils en déduisent des prédictions qui sont nouvelles, qui sont irréductibles aux résultats d'induction quantitative. Et donc, si on considère l'induction globale, en fait, on est passé d'une expérience à une autre expérience, ce qui correspond à une expérience qui ne peut pas être induite quantitativement, donc on a une induction qualitative.
Si les réalistes scientifiques doivent postuler l'existence de processus cognitifs métaphysiquement impossibles, leur position devrait s'effondrer. Mais ce n'est nullement le cas, car l'histoire des sciences nous présente de nombreux cas d'induction qualitative. J'ai pris des exemples très simples, très classiques. Donc, sur la base de l'observation du fait que l'eau ne s'élevait pas à plus de 10,33 m de hauteur dans les pompes à eau, Torricelli conclut que quand on renverse un tube plein de mercure dans une bassine également remplie de mercure, le mercure contenu dans ce tube, il restera suspendu à une hauteur de 77 cm. Pascal conclut de l'expérience de Torricelli que si l'on place le dispositif que je viens de décrire au pied puis au sommet d'une montagne, le niveau de mercure suspendu baissera. Sur la base de l'observation de la diffraction de la lumière, l'association de Fresnel, le théoricien, et de Poisson, le mathématicien, prédisent l'apparition d'un point lumineux au centre de l'ombre porté par un corps circulaire d'un diamètre déterminé et placé à une distance également déterminée d'une source lumineuse ponctuelle. Enfin, autre exemple classique, Ignace Semmelweis conclut du fait qu'après une séance d'autopsie où son ami Kolletschka s'était par accident blessé le doigt, celui-ci soit mort après avoir présenté des symptômes similaires à ceux de la fièvre puerpérale, et du fait que le cursus des étudiants de l'hôpital général de Vienne prévoyait des séances d'autopsie, au fait que, si ces étudiants se lavaient les mains avant d'examiner leur patiente, le risque pour celle-ci de contracter dans son service la fièvre puerpérale diminuerait. Ce que j'ai nommé donc induction qualitative, et que maintenant je nommerai également induction inouïe, puisque le fait qu'elles aient lieu est un phénomène inouï du point de vue en tout cas des principes métaphysiques de l'uniformité de la nature. Donc le fait que ces inductions inouïes soient un fait historiquement avéré nécessite une explication métaphysique. Donc le problème, on peut le poser de la manière suivante, c'est que les explications qualitatives sont métaphysiquement impossibles. Ce qui est métaphysiquement impossible ne peut pas exister, et pourtant il existe des inductions qualitatives. Alors il y a deux réponses possibles, deux solutions possibles à ce problème. Ce que doivent faire les empiristes, c'est qu'ils doivent nier le fait qu'il existe des inductions qualitatives, si ils souhaitent éviter, bloquer l'argument des réalistes. Les réalistes, eux, doivent nier le fait que les inductions qualitatives sont métaphysiquement impossibles. Alors, je vais d'abord examiner l'argument des empiristes, que j'ai reconstruit à partir de von Frasson. Ce n'est pas exactement sa formulation, mais on peut dire que c'est un argument qui est illusionniste. C'est-à-dire que c'est dans Scientific Image où von Frasson explique qu'en réalité, la capacité prédictive des théories scientifiques s'explique très bien dans un cadre évolutionniste par le fait qu'une théorie a des conséquences empiriques. Et donc, si on multiplie les théories, à un moment donné, on va tomber sur une théorie qui a des conséquences empiriques qui sont vérifiées. Donc, c'est plus je gratte de tickets du tac au tac, et plus j'ai de chances d'avoir le ticket gagnant. Donc, en réalité, on a simplement une illusion d'induction qualitative, puisque ce qui fait le travail de prédiction, c'est la multiplication des tentatives de production théorique sans qu'il y ait de lien entre l'expérience et les théories. Donc il n'y a pas d'induction, puisque ce n'est pas l'expérience qui permet d'arriver aux prédictions nouvelles et vérifiées, c'est la production théorique des scientifiques. Alors, les réalistes, eux, sont dans une position délicate en raison d'un autre argument des empiristes, qui est un argument, ou des instrumentalistes, qui est un argument qui est forgé par Duhem, et donc sur lequel j'ai effectivement écrit un texte. L'argument, on peut le reconstituer de la manière suivante. C'est que les propositions métaphysiques sont incertaines, que le réalisme scientifique est fondé sur des propositions métaphysiques, et que, par conséquent, le réalisme scientifique est incertain. Ici, en l'occurrence, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait justifier métaphysiquement la possibilité des inductions qualitatives, mais justifier métaphysiquement la légitimité des inductions qualitatives, ça serait utiliser un principe encore plus incertain que le principe qu'on essaie de justifier. Alors, la réponse que j'ai proposée, qui est mon programme, ma méthode de travail, mon programme de recherche en quelque sorte, c'est de répondre à Duhem et à cet argument qu'il faut distinguer deux types de métaphysique. Il faut distinguer une métaphysique maximaliste, celle qu'attaque en réalité l'argument, et une métaphysique minimaliste. L'idée de la métaphysique minimaliste,
c'est qu'il ne s'agit pas, comme la métaphysique maximaliste, d'étendre notre connaissance. Il ne s'agit pas d'augmenter notre connaissance, il s'agit de fonder notre connaissance. C'est une métaphysique qui a une fonction épistémologique. Il s'agit de dégager quels sont les principes qu'il est nécessaire de postuler pour nous attribuer à nous-mêmes une connaissance. Elle s'en distingue donc par ses objets. C'est-à-dire que la métaphysique maximaliste porte essentiellement sur les réalités ultimes. Quelles sont les propriétés ultimes des corps? Est-ce qu'il y a des simples, etc. etc. La métaphysique minimaliste s'attache à dégager des principes qui sont généraux. Le statut épistémique est également distinct, puisque la métaphysique maximaliste accepte d'être incertaine et accepte une forme de conflictualité. La métaphysique minimaliste doit être certaine. Il faut qu'elle soit plus certaine que les inductions qu'elle sert à justifier. Et enfin, donc ça c'est un hommage à Claudine Tiercelin, c'est que la métaphysique maximaliste, elle doit être audacieuse. Il faut prendre un risque. La métaphysique minimaliste que je défends, elle doit être timorée. Elle ne doit surtout pas prendre de risques. Voilà, donc pour rassembler ça avec une formule, c'est que les principes métaphysiques minimalistes doivent être suffisamment riches pour être informatifs et suffisamment pauvres pour ne pas être risqués. Donc mon objectif, c'est d'essayer de trouver dans ce cadre un fondement métaphysique aux inductions qualitatives. Alors, pour ça, je vais commencer par... alors, ma réponse est une réponse dispositionnaliste. Je vais essayer de défendre que affirmer l'existence de dispositions permet de donner cette réponse-là. Alors pour ça, je vais commencer par énoncer un certain nombre de principes. Alors, il faut bien savoir que... il faut à chaque, si vous voulez m'attaquer, il faut que vous m'attaquiez là. Et moi, donc à chaque fois que j'écrivais un de mes principes, je savais que potentiellement, donc j'essaie d'en écrire le moins possible, mais malheureusement, je n'ai pas réussi à avoir peu de principes. Donc je ne suis pas comme Peirce où j'ai juste un principe et du coup, peut-être que c'est plus risqué. Donc je ne suis peut-être pas si timoré que ça, malheureusement. Voilà. Donc d'abord des principes sémantiques pour essayer d'expliquer ce que c'est être réaliste des dispositions. Donc un premier principe, c'est un principe de descriptibilité. On peut décrire le comportement d'une propriété dispositionnelle en utilisant des propositions conditionnelles subjonctifs. Donc, j'indique juste rapidement, il ne faut pas s'effrayer du formalisme. J'essaie de simplifier au maximum. Je n'ai pas mis les quantificateurs. Donc, j'essaie surtout d'utiliser ça pour mettre en évidence des relations. Donc, ici, on peut définir une propriété dispositionnelle, D de X, par le fait que quand le stimulus S de X est instancié, ou si le stimulus S de X est instancié, alors on a la manifestation M de X. Donc si je plonge le sucre dans l'eau, ce qui est un stimulus, ici c'est juste une circonstance qui est déclenchante, le stimulus, alors le sucre manifeste un changement qui est de se dissoudre. Donc le sucre, donc cette relation définit la solubilité. Donc si j'ai une disposition, je la définis donc par des propositions conditionnelles subjonctives. Alors il y a eu beaucoup de débats sur la légitimité de l'analyse conditionnelle simple. J'accepterai ici la défense de l'analyse conditionnelle subjonctive simple que défend notamment Gundersen et Choi contre les objections proposées par Lewis et puis Bird des Finks et des antidotes. Je pense qu'il n'y a pas de raison de compliquer, je suis convaincu par leur analyse, il n'y a pas de raison de compliquer davantage. J'accepterai enfin un troisième principe, c'est que les propositions conditionnelles contrefactuelles sont transitives. Alors maintenant, je vais aussi, j'ai essayé d'expliciter tous mes présupposés, donc j'accepte des principes ontologiques très généraux qui ne sont pas liés aux dispositions, qui sont les suivants. Alors, premièrement, un principe d'instanciation, c'est que les propriétés existent concrètement quand elles sont instanciées par des corps. La déplaçabilité, c'est qu'un corps peut rester identique à lui-même tout en étant dans diverses positions relativement à un autre corps. Même si je me déplace par rapport à vous, je reste moi-même. Un principe de composition, alors c'est que du point de vue de leur propriété spatiale, les corps sont divisibles et composables. Alors maintenant, j'ai besoin d'une série de conditions ontologiques spéciales sur les dispositions. Donc d'abord, je vais peut-être toutes les afficher directement. Alors j'aurais peut-être pu mettre comme premier principe que disposition existe, ce serait peut-être plus logique.
Donc les dispositions existent, hein, je vais commencer par celle-là. Simplement, quand je dis ça, je ne veux pas avoir une position métaphysique forte, maximaliste, donc je ne veux pas soutenir qu'elles existent ultimement. Je ne dis pas qu'elles sont inéliminables au niveau des réalités ultimes, premièrement. Et deuxièmement, je n'implique pas le pandispositionnalisme à la Bird, je ne dis pas que tout est dispositionnel. Et même pour moi, c'est contre-intuitif de dire que tout est dispositionnel, puisque le fait qu'il y ait des circonstances qui doivent déclencher la manifestation de la disposition implique qu'il y a une extériorité vis-à-vis du corps qui a la disposition, et donc qu'il y a une forme de propriété spatiale de ce corps. Donc il me semble contradictoire d'être pandispositionnaliste, mais mon but, c'est pas de faire de la métaphysique maximaliste ici. Donc je ne me prononce pas là-dessus. Donc ça, c'est d'abord un premier principe ontologique. Ensuite, j'ai besoin de conditions d'identité des dispositions. Quand est-ce qu'on peut dire que deux dispositions sont identiques ou différentes? Alors, j'ai ici défini 3 dispositions qui me seront utiles par la suite. Donc, si vous avez un stimulus et une manifestation, S de x et M de x, donc vous avez une disposition D1 qui est définie par le fait que S de x est la condition de M de x. Si vous avez une autre propriété où S de x provoque une autre manifestation M' de x, ce n'est pas la même disposition. C'est-à-dire que si je jette un objet et qu'il se casse, il aura la propriété de fragile. S'il ne se casse pas, il aura la capacité d'être solide. Et donc finalement, le même stimulus provoque et fait partie de 2 dispositions qui sont distinctes l'une de l'autre parce que la manifestation des 2 stimulus est distincte. A l'inverse, on peut avoir deux dispositions qui ont des stimulus différents et une même manifestation, donc c'est celle que j'ai appelée D3, et qui sont distinctes. Par exemple, si deux objets se cassent, mais que l'un, je n'ai fait que l'effleurer et que l'autre, je l'ai mis sous une explosion nucléaire, on ne dira pas que ces 2 objets ont la même disposition. Donc c'est important Voilà. Et puis, le dernier cas, c'est qu'à la fois le stimulus et les manifestations sont distinctes. Donc, il y a plusieurs manières pour les propriétés dispositionnelles de se distinguer les unes des autres. Et enfin, je postule un principe de correspondance, c'est-à-dire que je postule qu'il est possible que le stimulus d'une disposition soit la manifestation d'une autre disposition. Je vais expliquer un peu plus. Alors peut-être que vous pouvez simplement penser au fait que si j'ai la disposition à être assommé ou à me couper quand on me jette quand on me jette un verre qui se casse sur moi, et puis le verre a la disposition à se casser. Donc la manifestation de la fragilité du verre actionne ma capacité à être coupé. Donc j'aimerais maintenant, avant de présenter mon argument, enfin mon raisonnement, reformuler la tâche explicative, qui est celle de l'explication des inductions qualitatives. Donc la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut prédire qu'un objet a ou aura une propriété dispositionnelle sans avoir jamais observé la manifestation de cette propriété. Il y a ce célèbre paradoxe des propriétés dispositionnelles, c'est-à-dire que tant qu'une propriété dispositionnelle ne s'est pas manifestée, elle est indiscernable de l'absence de cette propriété. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas essayé de voler, je ne peux pas être sûr que je ne suis pas Superman, qui a la disposition, quand il se jette dans le vide, de pouvoir voler, mais tant que je ne suis pas jeté dans le vide, je ne peux pas savoir si vraiment je vais voler. Donc par conséquent, le fait d'avoir toute l'expérience que j'ai de moi-même ne me permet pas de savoir, ne me permet pas d'être certain que je ne suis pas Superman, puisque je n'ai jamais fait l'expérience par le passé. Donc la question, on peut la formuler en termes de disposition, comme notre capacité, comme le fait que quand une disposition n'a jamais été actualisée, elle semble inconnaissable. Donc comment rendre compte de la connaissabilité d'une disposition qui n'a jamais été manifestée dans le passé? On peut aller encore plus loin, plus radicalement dans le problème, et on peut se demander comment on peut prédire qu'un objet a ou aura une propriété dispositionnelle alors que cette propriété n'a jamais existé auparavant. Comment des propriétés dispositionnelles nouvelles peuvent apparaître et comment est-ce qu'on peut connaître des propriétés dispositionnelles nouvelles alors même qu'on ne les a jamais, on n'en a jamais eu l'expérience auparavant. Et alors pour répondre de manière métaphysiquement minimale à ces questions, il faut faire 2 choses. Il faut d'abord construire un modèle métaphysique, dire ce qu'est la réalité,
et ensuite proposer des scénarios épistémiques. C'est-à-dire ce que j'appelle un scénario épistémique consiste à dire que si on est dans ce modèle de réalité-là, bah, quelle serait notre expérience? Et ensuite, il faut espérer qu'on est dans le monde que je vais décrire. Alors maintenant, je vais essayer je vais commencer la première étape de mon raisonnement. Je vais commencer par une première modélisation métaphysique de la manière dont on peut concevoir d'abord le fondement réel des inductions qualitatives. Alors, je suppose qu'il existe deux propriétés dispositionnelles, donc j'ai déjà identifié D2 et D3. Donc si on les définit, on obtient S de Y est la condition de M' de Y et S' de Z est la condition de MZ. Ici, je suppose aussi qu'il y a une correspondance entre ces deux propriétés dispositionnelles. Donc s'il y a une correspondance, M' de Y est identique à S' de Z. Si c'est le cas, on peut réécrire la deuxième proposition de la manière suivante. S' de Y est la condition de S' de Z, qui est la condition de MZ. Alors, juste, je vous rassure, après, je vais essayer de faire un schéma, avec une illustration, mais voilà, donc je veux d'abord qu'elle soit donnée l'argument formel. Par transitivité, S de Y implique M de Z. Or, on peut considérer, je n'ai pas mis le principe par le principe d'association ou de composition, que Y et Z sont un même corps et que Y et Z sont un même corps, si bien qu'on peut réécrire la formule précédente de la manière suivante: S de Y plus Z est la condition de M de Y plus Z. Et si on considère ces deux corps comme un seul corps, alors on obtient S de X est la condition de M de X, et donc on obtient la proposition D1 de X. Or, dans ce que on avait vu que selon les conditions d'identité, la propriété D1 de X est d'une nature différente que les propriétés D2 de Y et D3 de Z. Donc on a ici la constitution d'une propriété, d'une macropropriété qui est irréductible à ces micropropriétés. Voilà, donc si on fait un bilan de cette étape intermédiaire, donc il faut distinguer deux types de dispositions, des dispositions élémentaires et des dispositions qui sont complexes, qui sont constituées des premières. Les dispositions complexes surviennent sur les dispositions élémentaires. Cette relation est réitérable, mais cette déduction ne me semble pas suffisante puisqu'elle ne permet pas d'expliquer comment des propriétés dispositionnelles nouvelles apparaissent. Notamment, on ne peut pas rendre compte de la pratique expérimentale. Nous n'avons pas ici d'émergence. Donc pour essayer de rendre compte de la possibilité de l'apparition de propriétés dispositionnelles nouvelles, j'aimerais ajouter un autre principe qui est que, qui me semble intuitif, c'est que quand on prend le stimulus d'une propriété dispositionnelle, on peut le décomposer en deux éléments. C'est que d'une part, vous avez la manifestation d'une autre disposition, mais en même temps, il faut qu'il y ait une condition de relation entre les deux corps. C'est-à-dire que si j'ai un baril de poudre et que j'ai une allumette, pour provoquer une explosion, il faut à la fois que l'allumette soit allumée, donc elle manifeste sa disposition à s'allumer, mais il faut aussi qu'elle soit suffisamment proche du baril de poudre. Si elle est proche mais qu'elle n'est pas allumée, il n'y a pas d'explosion. Si elle est allumée mais qu'elle n'est pas proche, il n'y a pas d'explosion. Donc je suppose qu'on peut analyser le stimulus d'une propriété dispositionnelle par deux éléments. D'une part, une condition relationnelle que j'ai notée R, Y, Z, qui est une relation entre deux corps, et une propriété, la manifestation de la propriété de l'un de ces corps. Donc si on reformule cela, on peut le reformuler de manière conditionnelle en disant que le fait que les deux corps aient la relation R, moi je pense en termes de spatialité, mais je pense qu'on pourrait généraliser, donc c'est pour ça que je dis juste la relation, mais en fait c'est une condition de proximité, est la condition pour le fait que la manifestation de la manifestation M' de Y soit identique au stimulus S' de Z. Donc maintenant, une fois qu'on a posé ça, il ne reste plus qu'à refaire le parcours précédent. Donc on peut à ce moment-là dire que le fait que Y et Z aient une relation déterminée
est la condition pour le fait que S de Y soit la condition de S' de Z, qui soit la condition de M de Z. Par transitivité, cette relation est la condition du fait que S de Y implique M de Z, et donc cette relation est la condition pour l'apparition de la propriété D1 de X. Donc ici, ce que j'ajoute ici, c'est que comme les corps peuvent soit être en relation spatiale, soit ne pas être en relation spatiale, la propriété D1 de X, contrairement à ce qui était le cas précédent, peut apparaître ou ne pas apparaître. Ça dépendra de la relation entre les corps X et Y. Alors une dernière supposition, mais qui n'est pas nécessaire pour mon argument, mais c'est pour avoir vraiment une métaphysique de ce que font les humains quand ils travaillent, quand ils expérimentent, c'est qu'on peut attribuer alors je crois que j'ai fait une erreur là dans ma formulation. Sinon, donc une action, voilà, oui, A c'est pour action, l'action sur Y et Z peut produire la relation entre Y et Z, on peut rassembler les choses, les humains ont ce pouvoir-là, et donc l'action humaine a le pouvoir de faire apparaître des dispositions nouvelles. Voilà. Alors, juste une illustration. Donc, si je prends un silex, si je prends une seringue, donc un silex qui a à disposition, quand on le heurte à un autre silex, de produire une étincelle, une seringue qui a à disposition de se déplacer quand on provoque un piston, quand on lui inflige une pression, l'eau qui a la disposition de bouillir quand elle est chauffée, une calèche qui a la disposition de se mettre en mouvement quand on lui impose, quand on lui fait subir une force, ou même la roue, hein, plus précisément. Et puis le bois qui a la proposition de chauffer. Si on agence ces différents corps et leurs différentes propositions dispositionnelles d'une manière déterminée, on va avoir apparaître une nouvelle propriété dispositionnelle inouïe, radicalement nouvelle dans la nature, à savoir une belle automobile. Et qui est un objet qui est extraordinaire, enfin qui a une propriété dispositionnelle nouvelle, puisque jamais auparavant dans l'histoire de la nature, en tapant un silex contre un autre, on pouvait se déplacer. Donc on a véritablement l'apparition d'une propriété dispositionnelle nouvelle. Alors maintenant, j'aimerais passer au scénario épistémologique dans ce cadre métaphysique. Donc un premier scénario, c'est le scénario du bricolage. Donc le scénario du bricolage, hommage à Lévi-Strauss, et puis à tous les bricoleuses et à toutes les bricoleuses et les bricoleurs. Notre expérience, c'est la connaissance de dispositions élémentaires. Sur la base de cette connaissance des dispositions élémentaires, on peut agencer de différentes manières les corps et leurs dispositions et prédire que tel agencement produira telle propriété dispositionnelle complexe. Donc, en fait, ce qu'il y a d'inouï déjà dans l'induction inouïe, ce n'est pas simplement les sciences qui le mettent en œuvre, c'est déjà les artisans, les bricoleurs, etc. Donc, c'est le cas de la voiture que je vous ai présentée, qui est une production inouïe, avec l'émergence d'une propriété nouvelle, mais qui n'a rien à voir avec la science, qui est simplement le produit d'observation de propriétés dispositionnelles élémentaires qui sont ensuite agencées les unes avec les autres. Donc maintenant, j'aimerais juste faire une supposition, c'est supposer qu'on soit dans la situation, on est face à un agencement de propriétés dispositionnelles, mais qu'on la mette dans une boîte noire, on lui met un capot, ce qui donne en gros la chose suivante. Donc vous êtes face à cet objet-là, qui a la propriété assez incroyable, il faut le dire, que quand vous appuyez sur un bouton, ça se met à rouler. Donc la question, c'est de savoir comment expliquer cette propriété dispositionnelle-là. Et alors pour l'expliquer, il faut que vous utilisiez... Alors vous avez un peu le premier scénario, c'est le scénario de l'ingénierie inverse. C'est-à-dire que vous connaissez tous les éléments. Mais votre question, c'est de savoir comment les gens ont agencé ces éléments pour produire cette propriété dispositionnelle. Donc vous regardez ce que les autres font, et vous connaissez la nature comme eux, et ou les objets industriels ou artisanaux, je ne sais pas, qui existent, et vous vous demandez comment, en rassemblant tout ça, on peut produire la même chose. Donc finalement, ici, l'explication consiste simplement à faire des hypothèses de configuration, enfin, identifier les composants et faire des hypothèses de configuration possibles qui produiraient la propriété dispositionnelle à expliquer. Un scénario enfin plus compliqué, c'est le scénario de l'espionnage industriel. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que supposez que vous ne connaissiez pas un des composants. Il y a un secret de fabrication de Coca-Cola qui a un composant dont vous ignorez l'existence. Est-ce que ça serait possible pour vous de retrouver la formule? Alors, je pense que si vous ne connaissiez aucune propriété dispositionnelle
des parties, si vous ne connaissiez pas les parties, vous seriez incapable d'opérer cette explication. Mais si en revanche vous connaissiez tous les éléments et que vous connaissiez les propriétés dispositionnelles de tous les éléments sauf d'un élément, vous seriez capable de dire qu'il faut, entre la manifestation d'une propriété dispositionnelle que vous connaissez et le stimulus d'une autre propriété dispositionnelle que vous connaissez, un corps doté d'une propriété dispositionnelle dont le stimulus soit la manifestation de la précédente et la manifestation, le stimulus de la suivante. Et du coup, vous pourriez postuler l'existence d'entités que vous n'auriez jamais rencontrées, vous pourriez leur donner une identité, c'est-à-dire dire qu'elles ont telle ou telle propriété, et sur cette base-là, expliquer le phénomène à expliquer. Et donc ça semble correspondre à ce que font les scientifiques quand ils postulent des entités scientifiques nouvelles. Alors maintenant, je peux reconstruire l'induction inouïe comme l'association entre le scénario du bricoleur et le scénario de l'espionnage industriel, je ne me souviens plus comment je l'ai appelé, oui c'est ça. Finalement, comment est-ce que l'induction inouïe a lieu ? Elle consiste dans un premier temps à passer de l'expérience à la théorie en devinant, en complétant théoriquement notre appareillage ontologique en postulant l'existence d'un corps doté d'une propriété dispositionnelle qui nous manque pour reconstruire un dispositif, pour comprendre comment un dispositif fonctionne. Et ensuite, dans un second temps, avec cet objet fictionnel ou si on se trompe ou réel si on ne se trompe pas, essayer de construire un dispositif nouveau qui sera là radicalement nouveau également à la fois dans l'histoire humaine et dans l'histoire de la nature. Voilà, alors maintenant, quelles sont les objections possibles à mon raisonnement ? Donc il y a plusieurs objections. Alors j'ai présenté une première version de cet article à un journal, et donc il y a un reviewer qui m'a dit que ce que je disais était complètement trivial, et l'autre qui m'a dit que c'était complètement impossible. Donc c'est deux objections possibles, je ne m'arrêterai pas là-dessus. Une autre objection qu'on pourrait m'adresser, c'est que c'est l'objection du non-minimalisme. C'est que là, je ne vous ai pas présenté de la métaphysique minimaliste. Alors, ma réponse, j'aimerais bien ne pas répondre, parce que comme ça je vous donne juste les objections, je vous dis, je répondrai si vous me posez la question, avec un peu de chance, vous ne me poserez pas la question, et j'aurai jamais à répondre. Mais je vous donne quand même, là, pour le coup, ma réponse, c'est que ce que j'ai essayé de faire ici, c'est que j'ai essayé c'est pour ça que j'ai adopté une perspective constructive sur les dispositions, c'est que je pense que l'instrumentaliste qui accepte qu'on a une connaissance expérimentale doit accepter la possibilité de construire des dispositions complexes à partir des dispositions simples. Je n'ai pas essayé de montrer j'ai pas été dans le sens régressif des dispositions actuelles vers les dispositions élémentaires, j'étais dans le sens progressif en montrant que sur la base d'expériences observable, on peut construire des dispositions plus complexes. Et donc il me semble que l'instrumentaliste ne peut pas refuser mon argument, et que mon argument ne prend pas position sur les réalités ultimes. Alors, objection du caractère multitrack des dispositions, parce que souvent on remarque que pour définir une disposition, il faut en réalité plusieurs conditionnels contrefactuels. Un seul ne suffit pas. Mais il me semble que c'est une objection qui ne tient pas. Alors j'avoue que j'ai aussi trouvé des objections auxquelles j'avais la réponse pour me faciliter les choses. Et donc qui ne tient pas. Pourquoi ? Parce qu'il suffit juste de trouver même s'il y a d'autres conditionnels contrefactuels qui caractérisent une disposition, mais il suffit juste d'en trouver un conditionnel contrefactuel qui décrive le comportement de l'objet de la propriété pour pouvoir exploiter cette disposition afin de construire des dispositions plus complexes. Alors une objection qu'on m'a faite quand j'ai présenté cet article, c'est l'objection de la non-transitivité des conditionnels contrefactuels. Donc là, j'avoue que je suis plus embêté, et c'est pour ça que je m'appuie sur les textes de Schwa et de Gundersen pour répondre, parce qu'il me semble que quand on élimine les things et puis les antidotes, il me paraît légitime d'utiliser ce principe.
Alors je pense, pour moi, l'objection la plus embêtante, c'est, dans mon raisonnement, c'est là d'ailleurs où je n'ai pas mis de justification à mon enchaînement logique, c'est que il semble que l'entité x, y plus z qui sert à fonder, qui sert de support à la disposition émergente, est en fait une construction de l'esprit. C'est que c'est moi qui décide de considérer y et z comme une unité et pas la réalité elle-même qui est structurée de cette manière-là. Et enfin, donc, un défaut de mon texte qui fait que je pense qu'il y a encore du travail à faire, c'est qu'il faudrait aussi, pour être complet, examiner quelle est la capacité du catégoricalisme, de la métaphysique inverse au dispositionnisme, à rendre compte des inductions inouïes. Voilà les références et les remerciements.